I'm done with subscriptions. Streaming, fitness, razors, vitamins. I've got subscriptions for everything in my life. They lock you in, and half the time, I can't figure out how to unsubscribe. That's why I'm so excited about the new Blue Apron. Now you can get delicious meals delivered with no subscription needed, including new pre-made options. Keep the flavor, ditch the subscription. Get 20% off your first 2 orders with code APRON20. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. La Major League Soccer 2025 touche à son terme et si l'Amérique du Nord se demande si Thomas Müller avec Vancouver va parvenir à faire à Lionel Messi ce qu'il lui avait fait avec l'Allemagne en 2014, nombreux sont encore ceux à venir se moquer justement d'un sport que les Américains ne sont même pas capables d'appeler par leur vrai nom mais appellent soccer, en soulignant que ainsi ils ne peuvent pas le comprendre. Et pourtant, en gardant cette appellation soccer, les Américains font en quelque sorte honneur à son histoire. Bienvenue dans le 2e épisode de la 4e saison de Temps Additionnel. Listen, first of all, Yes. soccer, football, we call it in Europe. We call it soccer. Get used to it. So we call it football. Combien de fois n'entendons-nous pas que le football ne peut pas se développer aux États-Unis dans un pays qui n'est pas capable de l'appeler par son vrai nom et qu'il l'appelle soccer? Il faut dire qu'ils sont fous, ces Américains, à utiliser un terme que personne d'autre n'utilise. Un terme qui donc chez nous est souvent vu comme un petit peu condescendant, voire rabaissant. On l'entend, de toute manière, les Américains ils jouent pas au football, ils jouent au soccer. Il le fut d'ailleurs longtemps discriminant et rabaissant, en Australie notamment. La fédération australienne s'appelait Australian Soccer Federation jusqu'à il y a encore 20 ans, et ce terme soccer était utilisé par tous les opposants à ce sport, en adjoignant des insultes racistes et homophobes, histoire de couronner le tout. Bref, on s'écarte, revenons au cœur de notre sujet, aux États-Unis, mais pourquoi donc les Américains appellent-ils ce sport soccer? Et pourquoi donc ont-ils inventé ce terme? Car oui, c'est évident. S'ils l'utilisent, c'est parce qu'ils l'ont inventé, ce mot soccer, n'est-ce pas? Pas vraiment, en fait. Parce que ce terme, c'est un héritage britannique. Et pour cela, il va falloir faire un petit peu d'histoire. Remontons donc au 19e siècle. Nous sommes en 1863 et la Football Association se réunit à Londres. C'est elle qui établit le premier règlement de ce sport alors en développement et ce jeu que l'on appelle Football Association, tout simplement. Notre football actuel. Enfin, pas tout à fait, parce qu'à l'époque, les règles sont très différentes. Les buts, par exemple, n'ont pas de barre transversale. Et pour marquer, il suffit d'envoyer le ballon entre les 2 poteaux. Et puis surtout, la pratique est différente. Parce que si offensivement, on ne doit utiliser que ses pieds, en défense, on a le droit d'utiliser les mains. Oui, on peut intercepter le ballon de la main, et mieux, si on le fait, on récupère un coup franc et on récupère le ballon. On est donc sur un sport un petit peu hybride à l'époque, un jeu d'attaque essentiellement au pied, et un football de défense qui peut se jouer à la main. Oui, c'est un peu un oxymore, mais c'est ainsi. Ce sport évolue donc, et à Sheffield notamment, on interdit complètement le jeu à la main. Bon, je vous la fais courte, au bout d'un moment, l'école de Sheffield et l'école de Londres vont se mettre autour d'une table, se réunir et unifier les règles pour véritablement faire du football ce que l'on connaît aujourd'hui. Ils vont créer par exemple la barre transversale et ils vont créer, c'est une révolution à l'époque, le poste de gardien de but. Ce Football Association gagne alors en popularité, mais vous comprenez qu'il évolue encore et qu'il y a des variantes à cette pratique. Parce que si l'école de Sheffield décide de n'utiliser que les pieds, vous comprenez bien qu'il y a une autre école qui va utiliser que les mains. Cette école, c'est l'école de rugby, oui, tout simplement. Et elle va créer ce que l'on appelle alors le rugby football. Et c'est de la naissance de ce sport que va arriver un petit peu le terme soccer. Mais je vais y revenir. Parce qu'il y a une théorie qui veut que le soccer, c'est un mot d'origine écossaise qui fait honneur à une langue celtique ancestrale pour caractériser justement les joueurs de Football Association qui n'avaient pas de chaussures mais qui utilisaient des sortes de chaussettes en cuir pour taper dans le ballon. Bon, cette histoire elle est un peu farfelue et surtout il y a une théorie qui n'est pas une théorie mais qui s'appuie sur des documents officiels de la naissance de ce terme. Je le disais, il existe deux pratiques. En 1871, un groupe de rugby football décide, lui aussi, de se réunir à Londres pour former la Rugby Football Union, afin, comme un petit peu la Football Association, d'unifier les règles, de donner un code véritable à la pratique de leur sport. Cette Rugby Football Union, elle existe encore, oui. C'est tout simplement la Fédération anglaise de rugby. Je vous invite à aller voir sur son site web. Bref.
À partir de ce moment-là, on a donc deux footballs. Le Football Association qui se joue au pied et le Rugby Football qui se joue à la main. Et pour distinguer ces deux termes, on utilise rugby et ASOC, en résumé de association. Et c'est là où le mot soccer va arriver. Nous sommes à Oxford, une dizaine d'années à peu près, après la réunion qui a créé la Rugby Football Union. Des étudiants de cette université, un petit peu classe moyenne haute, donc des bourgeois, une sorte d'élite britannique, utilisent un argot local qui consiste à rajouter ER à tous les mots, même quand ceux-ci ont déjà été raccourcis. Ainsi, vous ne jouez pas au rugby, mais vous faites du rugger, vous ne jouez pas à l'ASOC, mais vous jouez à la soccer, qui devient soccer. Vous ne me croyez pas? Et pourtant, cette histoire est racontée dans le Daily Telegraph du 14 août 1899. Oui, tout simplement. Ce n'est donc qu'au début du XXe siècle que le mot soccer arrive aux États-Unis, parce que avant, à l'époque, le football, là-bas, on l'appelle football tout simplement. Les premières fédérations qui sont créées dans les années 1880 utilisent uniquement le mot football, comme l'American Football Association, la première ligue professionnelle de football aux États-Unis créée en août 1894 s'appelle American League of Professional Football. Et même la première fédération américaine de ce sport s'appelle United States Football Association. Pas de mot soccer pour l'instant, rien. Toutes les ligues, toutes les fédérations qui se créent localement dans un immense pays utilisent le terme football. Il faut donc attendre 1905 pour en trouver une trace dans le New York Times à l'occasion de la venue d'une équipe anglaise. Oui, anglaise. Et d'ailleurs, quelques mois plus tard, le New York Times republie un article pour expliquer l'origine de ce mot soccer. Justement, ce mot qui est tiré d'un argot d'une élite britannique. Alors, on peut se poser une question, quand est-ce que ce mot est devenu une propriété exclusive des Américains ? Une étude menée en 2014 s'est justement penchée sur cette question et elle note un tournant, la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'avant cela, le terme soccer est utilisé de la même manière que le terme football et de la même manière en Grande-Bretagne ou aux Amériques. Il n'y a pas d'exclusivité d'un pays par rapport à l'autre. Après la Seconde Guerre mondiale, cependant, le mot se diffuse vraiment des deux côtés. Aux États-Unis dans un premier temps, et aussi en Angleterre, peut-être aussi lié au fait que les soldats américains étaient basés pour bon nombre d'entre eux en Grande-Bretagne. Bref, le mot soccer devient alors vraiment du langage courant, entre dans le langage courant, quitte sa connotation élitiste, d'argot élitiste, entre dans le langage courant et se diffuse même en Grande-Bretagne. Pour preuve, des biographies publiées à l'époque, dans les années 60, notamment celle par exemple de Matt Busby, légende du football anglais. Matt Busby, sa biographie, publiée en 1974, s'appelle, ses sous-titres « Soccer at the Top ». Une biographie de George Best, publiée dans ces années-là, s'appelle « The Inside Story of a Soccer Star ». Oui, le mot « soccer » est utilisé en Grande-Bretagne pour parler du football britannique. Et au même moment, aux États-Unis, il prend une autre dimension avec le retour du football professionnel et de la ligue professionnelle qui est lancée alors, la North American Soccer League, oui, la NASL, arrive et donc continue de disséminer ce terme pour parler de ce football. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que dès 1945, la Fédération américaine de football avait changé de nom pour devenir United States Soccer Football Association. Elle utilisait encore les deux termes. Mais en 1974, elle prend son nom définitif, son nom encore actuel, United States Soccer Federation. 1974, c'est environ un an avant l'arrivée du roi Pelé en ASL. On est en plein apogée de cette ligue professionnelle. Telle est donc l'histoire du mot soccer, une invention britannique d'étudiants de classe moyenne, un argot élitiste, longtemps d'ailleurs connoté élitiste, qui a fini par se démocratiser dans la première moitié du XXe siècle, pour se diffuser des deux côtés de l'océan dans les années 60, avant, à partir des années 80, de ne plus apparaître dans le vocable britannique pour décrire leur football local, mais pour uniquement décrire le football qui, alors, émergeait encore plus fort aux États-Unis, celui de la NASL. 40 ans plus tard, le reste du monde continue d'insister avec force sur le fait que le mot est football et non soccer et que les Américains n'utilisent pas le bon terme. Et pourtant, ces derniers qui ne l'ont donc pas inventé, ce mot soccer, vous l'aurez compris, en l'utilisant, rendent finalement hommage à l'histoire du sport roi.